La négligence d'un ami. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été consumé par une fascination indomptable pour le paranormal et le mystérieux. Mon grand-père, un homme sage et plein d'histoires, aimait me ravir avec des récits de créatures fantastiques et d'événements inexplicables qui habitaient dans les ombres du monde. Cependant, parmi toutes ces histoires, aucune n'a réussi à captiver mon imagination et nourrir ma curiosité comme la légende du mystérieux expresso de minuit. Je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir souffert du krach financier de 2008. Bien que ce ne soit pas aussi catastrophique que celui de 1929, il a néanmoins causé beaucoup de dommages. Je travaillais dans le secteur du financement immobilier depuis près de 15 ans lorsque cela s'est produit. Il était évident que de nombreux changements réglementaires allaient avoir lieu. J'ai été l'un des premiers à être licencié dans mon entreprise. Je ne blâme pas les patrons. C'était une époque d'incertitude pour les entreprises et les finances devaient être une considération primordiale. Je pensais trouver un emploi rapidement, alors semaine après semaine, j'envoyais des CV et contactais des amis dans l'industrie. Mais je recevais toujours la même réponse. « Désolé, nous ne pouvons pas embaucher de nouvelles personnes tant que la situation n'est pas plus claire. » Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais je comprenais. Après quelques mois, j'ai réalisé qu'il me faudrait trouver une nouvelle ligne de travail. J'ai pris le risque d'appeler un ancien patron que j'avais eu à l'université. Juste après le lycée et pendant toute l'université, j'avais travaillé dans le secteur de la construction. Beaucoup de temps avait passé et je n'étais même pas sûr qu'il se souvienne de moi. Heureusement, il se souvenait de moi et m'a promis de me garder tant que j'aurais besoin d'un travail. Cela arrivait à point nommé. Même si ma femme et moi louions encore, je savais qu'elle rêvait d'acheter notre propre maison. Nous attendions également un enfant, ce qui ajoutait à l'urgence de la situation. Il m'a fallu quelques semaines pour me réhabituer à ce travail, car l'industrie avait beaucoup évolué pendant mon absence. Mais finalement, je me suis remis dans le bain, et tout se passait bien jusqu'au jour où un collègue et moi avons été envoyés pour réparer une énorme maison de 3 étages dans le quartier historique. Une rénovation massive était en cours, et les peintres ne pouvaient commencer à travailler à l'extérieur tant que nous n'avions pas terminé notre partie. L'échafaudage était déjà installé lorsque nous sommes arrivés. Dès le premier pas, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. L'échafaudage semblait avoir été monté rapidement. Je l'ai secoué un peu, et comme rien ne bougeait, j'ai décidé de lui faire confiance. J'ai déjà travaillé sur des installations plus précaires, et celle-ci semblait solide en comparaison. Il n'y avait pas de temps à perdre, nous devions finir le travail rapidement. Nous avons commencé par le haut, et après environ 20 minutes, tout a basculé. J'ai d'abord entendu un ping aigu suivi de 2 cliquetis rapides. En regardant à ma gauche, j'ai vu mon collègue tomber d'environ 12 mètres. Des planches de bois et des poteaux sont tombés sur lui. Tout semblait se passer au ralenti à partir de ce moment-là, et j'ai su que j'étais le suivant. Pour une raison stupide, j'ai tendu la main et essayé de m'agripper au bardage devant moi. J'ai vu des éraflures apparaître sur le cèdre tandis que l'échafaudage s'effondrait. Je me suis préparé à l'impact. Quand je suis finalement tombé, je crois avoir perdu connaissance pendant quelques secondes. J'avais l'impression d'avoir été renversé par un camion et je ne pouvais qu'imaginer que mon collègue se sentait encore plus mal. Tout l'équipement, moi y compris, s'était écrasé sur lui. Nous avons été transportés dans des ambulances séparées. Ma blessure la plus grave était à la colonne vertébrale, qui était fracturée à plusieurs endroits. Si vous pensez que j'étais le plus mal en point, vous vous trompez. Mon collègue a subi des lésions internes importantes en plus de ses fractures. Bien que nous ayons tous deux passé une semaine supplémentaire à l'hôpital, je pense qu'il souffrira davantage à long terme. Notre patron était présent avec nos familles tout le temps et il a clairement indiqué qu'il prendrait tout en charge. C'était un soulagement, mais c'était le minimum qu'il pouvait faire. La partie la plus étrange de cette semaine était son état de panique presque constant. C'est un homme qui avait tout vu, ayant combattu au Vietnam dans certains des combats les plus durs. Rien ne l'ébranlait. Une fois, il avait vu un type se tirer une balle dans la main avec un pistolet à clous pneumatique et n'avait même pas bronché. Mais presque chaque fois que je le voyais cette semaine-là, il semblait plus choqué que ma femme, qui, croyez-moi, était un vrai désastre en larmes. Je pensais qu'il était bouleversé parce qu'il me connaissait depuis si longtemps. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert la vérité. En discutant avec mon collègue blessé, il a révélé un détail important. Le sujet de poursuivre notre patron en justice a été abordé. Je n'avais aucune raison de poursuivre en justice un homme qui avait été un bon ami et patron pendant de nombreuses années
et qui s'était occupé de tout ce dont nous avions besoin. Mon collègue a mentionné quelque chose que je n'avais pas envisagé. Qui avait monté l'échafaudage? Je suis monté sur cette installation défectueuse sans chercher à blâmer qui que ce soit. Il s'avère qu'il avait parlé à l'un des gars responsables quelques jours plus tôt. Le gars lui avait dit que l'échafaudage manquait de plusieurs boulons. Lorsqu'il avait proposé de retourner au magasin pour en chercher de nouveaux, notre patron avait refusé. En fait, il avait inspecté l'échafaudage et déclaré qu'il était acceptable. « Nous n'avons pas le temps de nous soucier de quelques boulons », avait-il dit. J'ai vu pire. La façon dont il avait insisté pour tout payer avant même que cela ne soit mentionné prenait maintenant tout son sens. Cela faisait 4 ans depuis l'accident, et je recevais des chèques d'invalidité du gouvernement, bien que notre famille ait du mal à joindre les deux bouts. Si j'avais su à l'époque qu'il avait été aussi négligent, nous aurions tous deux pu le poursuivre et le mettre en faillite. C'est exactement pourquoi il était si effrayé. Il savait qu'il avait fait une grosse erreur. Cette révélation m'a plus blessé qu'enragé. Un ami savait que nous serions sur cet échafaudage, et pour gagner un peu de temps et d'argent, il a négligé la sécurité de ses travailleurs. À la lumière de ces informations, j'ai coupé les ponts avec cet homme. Ma vie a définitivement changé pour le pire à cause de sa négligence. Penser à lui me donne encore la nausée. Bien que ce ne soit pas une opportunité, j'ai trouvé un site en ligne où je peux terminer mes études et obtenir mon diplôme en comptabilité. Il y a presque 30 ans, j'étais sur le point de l'obtenir, mais j'avais accepté le travail de financement immobilier parce que l'argent était trop tentant. Quand on est jeune, on ne pense pas toujours à long terme. Je travaille maintenant depuis chez moi et le revenu supplémentaire a été une bénédiction. L'année dernière, j'ai enfin pu réaliser le rêve de ma femme, acheter notre première maison. La seule chose que je regrette, c'est que je sois trop diminué pour franchir le seuil. Tout cela est arrivé à cause de la négligence d'un homme, un homme que j'appelais autrefois ami. Le mystère de la maison de Neil. Quand j'avais 15 ans, mon père a été transféré dans une petite ville de Floride, comptant environ 15 000 habitants. J'étais sûr qu'aucun d'entre eux n'avait jamais quitté cet endroit. Grandir et apprécier la beauté de la région était un défi, surtout pour une adolescente. C'était comme se réveiller dans un cauchemar. Avant même que mon premier semestre à l'université ne commence, je préparais mes affaires pour traverser le pays. Il ne fallut pas longtemps avant que mon père se lie d'amitié avec l'un de nos voisins. Lui et Neil avaient été opérateurs radio amateurs lorsqu'ils étaient plus jeunes. Cette nouvelle amitié avait ravivé leur passion pour ce passe-temps. Jusqu'à la mort récente de Neil, les deux passèrent la majeure partie de leur temps libre à discuter via les ondes de radio. Un jour, au début des années 90, Neil avait des problèmes avec son câble coaxial, le câble qui relie l'antenne extérieure à sa radio. Sans cela, il ne pouvait pas aller très loin. La plupart du câble passait par le grenier jusqu'à son bureau. Il s'était glissé centimètre par centimètre à travers le grenier, jusqu'à ce qu'il découvre le problème. Un petit animal avait rongé le câble, et Neil était furieux. Ce type de câble n'était pas bon marché. Pour éviter tout problème futur, il avait soigneusement localisé et scellé tous les petits trous ou fissures dans la façade de sa maison, espérant qu'il n'y aurait plus de problème. Neil et mon père avaient continué à partager leur intérêt pour le passe-temps jusqu'à la mort de Neil en 2016. Après son décès, la maison de Neil avait été léguée à son fils qui avait décidé de la mettre en vente. Avant de pouvoir procéder à des réparations, il avait trouvé quelques entreprises capables de faire le travail et avait convenu d'un prix. Quelques jours plus tard, il avait reçu un appel d'un de ces entrepreneurs avec une histoire choquante. En démolissant la terrasse, ils avaient découvert un morceau de bois carré cloué à la maison. Leur curiosité les avait poussés à retirer la planche, révélant une ouverture menant à l'espace de crawl sous la maison, un élément courant dans les vieilles maisons sans sous-sol. En allumant leur lampe sous la maison, ils avaient découvert le corps momifié d'un humain. Ils avaient immédiatement appelé la police. Naturellement, les autorités avaient quelques questions pour le fils de Neil. Il était aussi perplexe qu'eux. Le cadavre devait être là depuis de nombreuses années, ce qui signifiait que la seule personne qui aurait pu connaître la vérité était morte. Une enquête approfondie fut lancée. Après une autre discussion avec le fils de Neil, une théorie finale fut formulée. Cette théorie impliquait que la victime malheureuse avait subi une mort prolongée et misérable, inimaginable même dans les pires cauchemars. Lors d'une deuxième discussion,
Un des détectives avait demandé au fils de Neil de se remémorer tout événement étrange, même insignifiant. Bien que difficile au début, un souvenir important surgit. Quelques jours après que Neil avait entrepris les réparations exhaustives de sa maison, lui et son fils adolescent étaient partis pour un voyage de ski tant attendu au Colorado. Une semaine plus tard, à leur retour, ils avaient trouvé une odeur nauséabonde émanant de leur Porsche. Neil avait attribué cela à un écureuil ou à un rat mort, peut-être piégé là après les réparations. Quand on lui demanda ce qu'il comptait faire de cette odeur, Neil avait répondu « Rien. Je ne vais pas ramper là-dessous. L'odeur finira par disparaître et nous n'utilisons pas ce vieux Porsche de toute façon. Oublie ça. » Et ils avaient suivi son conseil, ne rouvrant jamais la porte du Porsche. Ce dernier fait était tout ce dont les détectives avaient besoin. Selon eux, la victime vivait dans l'espace de crawl depuis un certain temps. Une fois que Neil avait scellé sa sortie et fermé la porte, le locataire clandestin était condamné. Sans personne pour entendre ses appels à l'aide, il avait rapidement succombé à la déshydratation, une mort vraiment horrible. Peut-être valait-il mieux que Neil ne soit pas présent pour cette découverte macabre, car la culpabilité aurait sûrement été écrasante. Malgré la grande attention médiatique entourant la mort, le fils de Neil réussit finalement à vendre la maison et à disparaître rapidement dans l'anonymat. Une triste histoire de chantier et d'amitié. Pendant mon temps dans le secteur, j'ai entendu des histoires folles. Celle qui suit est la plus terrible et déchirante que j'ai jamais vue de mes propres yeux. C'était en 2017 et je n'étais apprenti charpentier que depuis quelques années. Notre entreprise venait de décrocher un gros contrat en ville. Démolir un petit quartier de maisons abandonnées, dont certaines remontaient aux années 30, pour construire un projet de logements sociaux à leur place. Mon travail ne commençait qu'une fois la démolition terminée et le terrain dégagé. N'ayant rien de mieux à faire, je me suis rendu sur le site pour observer le nivellement et la préparation du terrain pendant une grande partie de la journée. Mon patron et moi avons rencontré les gars qui faisaient le travail. Je suis devenu très ami avec plusieurs d'entre eux. Un groupe d'entre nous sortait le samedi soir pour boire et s'amuser. Moisès, un gars latino de mon âge, avait grandi à 2 pâtés de maison de chez moi, bien que, pour une raison quelconque, nous ne nous soyons jamais rencontrés avant que je ne rejoigne l'entreprise. Nous partagions des histoires de notre enfance dans le vieux quartier et nous sommes rapidement devenus de bons amis. Quelques semaines avant cet incident, lui et sa copine m'avaient demandé de m'installer dans leur appartement, car leurs colocataires avaient perdu leur emploi et avaient dû retourner chez eux. J'ai accepté et j'étais en train de faire mes bagages lorsque cela est arrivé. Mon patron et moi étions revenus après le déjeuner. Nous étions dans le bureau du site, en train de discuter des plans avec le grand patron, lorsque nous avons entendu un énorme fracas et des cris venant de l'extérieur. En regardant par la fenêtre, nous avons vu plusieurs gars courir vers quelque chose. Curieux, nous nous sommes approchés pour rejoindre les autres. Ce n'est que lorsque nous étions à environ 10 mètres que nous avons compris l'horreur de la situation. Un gigantesque trou s'était formé. Ce trou, bien plus grand que ce à quoi je m'attendais, mesurait facilement 30 mètres de large et au moins 20 pieds de profondeur. Le gouffre avait avalé une pelleteuse entière et son conducteur avec encore beaucoup de place. Quant au conducteur, j'avais peur de demander qui c'était. Il n'était nulle part en vue et n'avait certainement pas survécu. Presque comme si les autres pouvaient lire dans mes pensées, le nom de Moisès a commencé à résonner autour de moi. Même avant l'arrivée des secours, nous crions dans le gouffre sombre, espérant une réponse, peu importe à quel point elle serait faible. Nos appels n'ont été accueillis que par le silence et le son occasionnel d'autres effondrements. Nous n'avions plus qu'à attendre que les secours fassent leur travail. Je ne suis pas honteux de dire que j'avais les doigts croisés tout le temps. Lorsque son corps a été remonté, j'ai eu un soupçon d'espoir. Il n'y avait plus moyen de nier la vérité. Mon meilleur ami, un homme formidable, était parti. Les détectives m'ont permis d'être le premier à annoncer la nouvelle à Véronica, la compagne de Moisès. En arrivant seule à l'appartement, elle s'est effondrée immédiatement. Mon visage trahissait certainement mes émotions, malgré mes efforts pour rester stoïque. En voyant ses larmes, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer avec elle pendant plusieurs minutes. Lorsqu'elle a trouvé le courage d'écouter mon récit, elle a été brisée. La réparation du gouffre a commencé le jour après les funérailles et a pris plus d'1 semaine. Revenir sur le site était difficile, et j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à souffrir. Le temps passant, le travail est devenu plus facile, et les gars ont recommencé à parler.
La plupart des discussions tournaient autour de Moisès. On ne sait jamais à quel point quelqu'un est aimé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il n'y a pas eu un jour sans une grande histoire de lui. Cela m'a aidé à apaiser ma tristesse et j'ai réalisé la chance que j'avais eue de l'appeler mon ami. Parfois, une tragédie peut faire naître quelque chose de beau. Aucun de nous ne savait à ce moment-là, pas même Véronica, qu'elle était enceinte. Au début, tout ce à quoi nous pouvions penser, c'était combien il était terrible que Moisès ne soit pas là pour voir naître son enfant. Mais en y réfléchissant davantage, j'ai compris que c'était vraiment un miracle. Une semaine plus tôt, sa lignée se serait éteinte avec lui. Lorsque le petit Moisès Ramirez Jr. est né, j'ai eu la chance d'être le premier à l'apprendre. Mon plus grand espoir est maintenant de vivre assez longtemps pour le voir grandir. Si ce garçon devient ne serait-ce que la moitié de l'homme qu'était son père, le monde sera meilleur grâce à lui. Il a de grandes chaussures à remplir, et quelque chose me dit qu'il y arrivera. Merci de partager mon histoire, et souvenez-vous de garder vos proches près de vous. La vie est trop courte. Je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir souffert du krach financier de 2008. Bien que ce ne fut pas aussi catastrophique que celui de 1929, il a néanmoins causé beaucoup de dégâts. J'avais travaillé dans le secteur du financement immobilier pendant presque 15 ans lorsque c'est arrivé, et il était évident que des changements réglementaires allaient suivre. J'ai été parmi les premiers à être licencié dans mon entreprise. Je ne blâme pas mes supérieurs. C'était une époque d'incertitude pour les entreprises, et les finances devaient être une priorité. Je pensais que trouver un emploi ne prendrait pas longtemps. Mais semaine après semaine, alors que j'envoyais des CV et contactais des amis dans l'industrie, je recevais toujours la même réponse. « Désolé, nous ne pouvons pas embaucher de nouvelles personnes tant que nous ne savons pas où en sont les choses. » Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais je comprenais. Après quelques mois, j'ai réalisé que je devais trouver une nouvelle carrière. J'ai pris un risque et appelé un ancien patron que j'avais eu à l'université. J'avais travaillé dans la construction pendant toute la durée de mes études. Il s'est souvenu de moi et m'a promis un travail tant que j'en aurais besoin. L'offre est tombée à point nommé. Ma femme et moi étions encore en location, mais elle rêvait de posséder notre propre maison. Nous attendions également un enfant, ce qui ajoutait à l'urgence. Il m'a fallu quelques semaines pour me remettre dans le bain. L'industrie avait beaucoup évolué pendant mon absence, mais j'ai fini par m'y faire. Les choses allaient bien jusqu'au matin où un collègue et moi avons été envoyés réparer une grande maison de 3 étages dans le quartier historique. Une rénovation massive était en cours et les peintres ne pouvaient pas commencer les travaux extérieurs avant que nous ayons terminé. L'échafaudage était déjà monté à notre arrivée et dès le premier pas, j'ai su qu'il avait été assemblé à la hâte. J'ai secoué l'échafaudage pour vérifier sa solidité et comme il ne bougeait pas, je l'ai jugé acceptable. J'ai vu des installations plus précaires auparavant. Nous avons commencé par le haut et travaillions depuis environ 20 minutes lorsque tout s'est effondré. Un bruit aigu suivi de 2 craquements rapides. En regardant à gauche, j'ai vu mon collègue tomber d'environ 12 mètres. Des planches et des poteaux sont tombés sur lui. Tout semblait se dérouler au ralenti, et je savais que j'étais le prochain. Pour une raison stupide, j'ai tendu la main pour attraper le revêtement devant moi, laissant de longues traces sur le bois de cèdre alors que l'échafaudage s'effondrait. Je me suis préparé à l'impact. Quand j'ai finalement touché le sol, je pense avoir perdu connaissance pendant quelques secondes. Je me sentais comme si un camion m'avait roulé dessus, et je ne pouvais qu'imaginer que mon collègue devait se sentir encore pire. Nous avons été transportés dans des ambulances séparées, et j'étais concentré sur ma propre condition. Ma colonne vertébrale était gravement blessée, avec plusieurs fractures. Si je pensais être le plus mal en point, je me trompais. Mon collègue avait subi des lésions internes majeures, en plus de ses os cassés. Nous avons passé une semaine à l'hôpital, mais je savais qu'il souffrirait davantage à long terme. Notre patron était présent avec nos familles tout le temps, et il nous assurait que tout serait pris en charge. C'était un soulagement, mais c'était la moindre des choses. Le plus étrange pendant cette semaine était de voir notre patron, un homme dur et expérimenté, plus secoué que ma propre femme, qui était un désastre en larmes. Je pensais qu'il était simplement bouleversé de me connaître depuis si longtemps, mais ce n'est qu'après que j'ai découvert la vérité. En discutant avec mon collègue blessé, il a révélé un détail crucial. Il avait parlé à un des ouvriers responsables de l'échafaudage quelques jours avant l'accident. L'ouvrier avait remarqué qu'il manquait plusieurs boulons et avait proposé de les remplacer, mais notre patron avait refusé. Cela expliquait pourquoi il était si prompt à tout prendre en charge. Il savait qu'il avait commis une grave erreur.
La révélation m'a blessé plus qu'elle ne m'a mise en colère. Un ami avait sacrifié notre sécurité pour gagner du temps et de l'argent. J'ai coupé les ponts avec lui. Ma vie avait changé pour le pire à cause de sa négligence. Penser à lui me dégoûte encore. Malgré cela, j'ai trouvé un programme en ligne pour terminer mes études en comptabilité, que j'avais abandonné il y a presque 30 ans pour un emploi lucratif dans le financement immobilier. Maintenant, je peux travailler de chez moi, et ce revenu supplémentaire a été une bénédiction. L'année dernière, j'ai pu réaliser le rêve de ma femme en achetant notre première maison. Mon seul regret est de ne pas pouvoir franchir le seuil sans douleur. Tout cela à cause de la négligence d'un homme, un homme que j'avais autrefois appelé ami. Gardez vos proches près de vous. La vie est trop courte. Une histoire de rédemption et de remords. Jusqu'à ce que Ber me prenne sous son aile, je n'avais jamais été bon en rien. L'école était une longue série de notes moyennes et d'amitiés éphémères. Mon triste essai de devenir un héros du football fut justement cela, triste. J'espérais pouvoir m'améliorer en allant dans une université proche, mais j'ai abandonné après 2 ans. D'une certaine manière, j'ai rencontré Berthe et les choses ont changé pour le mieux. Berthe était un charpentier très respecté, spécialisé dans la sculpture et le design ornemental. J'étais juste un jeune homme de 20 et quelques années sans réelle direction dans la vie. Mon travail n'était rien de plus glamour que de nettoyer après une bande de constructeurs à moitié ivres sur le chantier. Un jour, mon patron est venu me voir et m'a dit que j'étais promu. J'étais très excité, pensant que j'obtiendrais un travail plus confortable comme son assistant ou quelque chose de similaire. Au lieu de cela, on m'a dit de me présenter à Berthe. C'est ce que j'ai fait. L'histoire dit que Berthe avait reçu son surnom parce que son accent britannique était si fort que tout le monde pensait qu'il disait Bird au lieu de Berthe. Cela ne semblait pas le déranger. Il prenait les choses avec légèreté, comme tout le reste dans la vie. Quand je me suis présenté à lui, je n'ai reçu qu'un grognement en retour. Il m'a donné une ceinture à outils chargée de quelques-uns des meilleurs outils que j'avais jamais vus et m'a dit « Ils sont à toi maintenant, tu peux te pisser dessus si tu en prends soin ». Avant même que je puisse reprendre mon souffle pour poser une question, il m'a interrompu. J'étais trop intimidé pour dire un mot après cela. Pendant le reste de la journée, je l'ai suivi, absorbant chaque petite parcelle d'informations que je pouvais. C'est ainsi que mon apprentissage a commencé. Jour après jour, j'ai observé Berthe créer certaines des œuvres d'art les plus étonnantes et les plus belles. Il a fallu presque 1 mois avant que je ne touche un morceau de bois. Avec le recul, c'était une première tentative désastreuse, mais quelque chose dans cette image grotesque m'a dit que je pourrais devenir un artisan. Cela a également réveillé une compétitivité en moi que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je ne pouvais pas rester assis à regarder Berthe créer des choses aussi merveilleuses pendant que mon travail était médiocre. Je passais presque tout mon temps libre à pratiquer mon nouvel art et cela a rapidement porté ses fruits. Je pouvais voir dans le visage de Berthe qu'il était satisfait de mes progrès. En quelques années, mon travail est devenu presque indistinguable du sien. Un jour, il m'a souri comme un père fier et m'a souhaité bonne chance alors que je partais pour de nouvelles aventures. Les années suivantes se sont bien passées. J'ai reçu plusieurs commandes importantes, la plus notable étant la création d'un grand escalier dans la maison du gouverneur de notre État. Peu après avoir quitté la tutelle de Berthe, j'ai rencontré une femme magnifique et me suis marié. Peu de temps après, notre fils est né et tout semblait parfait en surface. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ma femme avait continué sa relation avec son premier mari jusqu'à la naissance de notre fils. Ce petit fait a finalement révélé qui était vraiment le père de l'enfant. Heureusement, des tests ultérieurs ont prouvé que c'était moi. Même avec cette bonne nouvelle, cela n'a pas apaisé mon esprit. L'effondrement de mon mariage pesait lourdement sur moi et je n'étais pas complètement concentré sur mon travail. À l'époque, je construisais un escalier dans une ville éloignée. Au lieu de consacrer tous mes talents à mon travail, mon esprit était ailleurs. Lors de ma pénultième matinée sur le site, j'ai eu une dispute téléphonique avec ma femme. Nous avions convenu que je pourrais passer la nuit avec mon fils, mais elle avait changé d'avis à la dernière minute. Je l'ai finalement convaincue, mais le mal était fait. Mon humeur était ruinée par son jeu de pouvoir. La seule chose qui m'aiderait serait de voir mon fils. J'ai placé à sec la dernière section de la rampe et suis parti en trombe. J'ai passé le reste de la nuit à jouer à des jeux vidéo et à regarder des films avec lui. Je suis allé me coucher ce soir-là plus heureux que je ne l'avais été depuis longtemps. Le lendemain, j'ai déposé mon fils chez sa mère et suis allé terminer mon travail. En arrivant sur le chantier, c'était le chaos.
Je ne comprenais pas pourquoi jusqu'à ce que je parle à la grand-mère de la famille. Elle a dit que la nuit précédente, son plus jeune petit-fils jouait avec son frère aîné. À un moment donné, il s'est appuyé contre la rampe du palier et elle a cédé. L'enfant était dans un état grave et probablement paralysé du cou vers le bas. Chaque mot qu'elle prononçait me poignardait de plus en plus profondément. Elle savait très bien qui j'étais et son froncement de sourcils disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses sentiments à mon égard. Je n'étais pas sûr de ce que je devais dire, alors je suis resté là, la regardant jusqu'à ce qu'elle parte en marchant lourdement. Je me suis précipité à l'endroit où j'avais travaillé pour la dernière fois. Comme je le craignais, un grand trou dans la rampe était béant, les débris à mes pieds. Quelque chose n'allait pas. En inspectant les morceaux cassés, l'horreur de ce qui s'était passé m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus lutter contre le sentiment de malaise dans mon estomac. Après avoir passé un moment à me sentir misérable, j'ai regardé de nouveau. Rien n'avait changé. Il n'y avait pas de résidus de colle, pas de clous, pas même de vis. Comment avais-je pu commettre une erreur aussi stupide ? Il me restait un mince espoir alors que je montais les escaliers en courant, saisissant chaque morceau de rampe pour chercher une quelconque faiblesse. J'espérais trouver un signe ou une note quelque part. Malgré ma recherche fervente, il n'y avait rien. En quelques moments, j'avais ruiné tout ce que j'avais construit et probablement paralysé un jeune garçon pour la vie. Avec le recul, j'ai probablement tout fait de travers. En ma défense, j'étais incroyablement dévasté par mon erreur et désespéré de faire savoir aux parents que je m'en voulais. Ils n'étaient pas heureux de me voir. Bien qu'ils n'aient pas encore réalisé à quel point j'avais été négligent, mon apparence devait refléter ce qui avait causé la condition actuelle de leur fils. Je suis parti avant que la sécurité de l'hôpital ne me retire. Même à ce moment-là, je savais que ce serait la dernière fois que j'entendrais parler de ces clients. En peu de temps, la nouvelle s'est répandue. J'ai pris tout le travail possible, mais chaque tâche prenait plus de temps que prévu. Ma confiance avait été sérieusement ébranlée. Je vérifiais et revérifiais chaque mouvement, mais j'étais déterminé à ne plus jamais commettre une telle erreur. Le jour que je redoutais est finalement arrivé, 3 mois plus tard. La famille a intenté un procès pour une somme incroyable de 1 500 000 $. Même quelqu'un de renommé comme Berthe n'aurait jamais pu payer cette somme. Mon avocat m'a assuré que les tribunaux accordaient rarement la somme initiale, mais même 1 million serait suffisant pour me ruiner. Si ma compagnie d'assurance trouvait un accord, je perdrais certainement ma couverture. Peu importait, le travail s'était épuisé, comme je le craignais. Cela fait presque 13 ans depuis ce terrible jour. Sans travail personnalisé, j'ai dû retourner à la menuiserie résidentielle ordinaire. Au début, c'était difficile de faire face à la baisse de salaire. Mon assurance a réussi à faire régler la famille pour 375 000 $. Si tu me demandes, ma police a été annulée le lendemain. Depuis lors, j'ai gardé profil bas, travaillant 6 à 7 jours par semaine. Mon divorce a été finalisé une semaine après l'accord. J'ai avalé mon orgueil et accepté que mon fils reste avec sa mère, malgré mes sentiments personnels. Maintenant qu'il est devenu un homme, je passe plus de temps avec lui. Il montre un intérêt pour la menuiserie, surtout la sculpture. Au début, j'avais des réserves à le guider dans cette voie, peut-être à cause de mes propres sentiments non résolus. Cependant, il montre une aptitude naturelle pour l'artisanat que je n'avais pas au début. J'aimerais que Berthe soit toujours là pour l'enseigner. J'ai été loin de cette spécialité plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'ai peur qu'il ne profite pas autant s'il était enseigné par un professionnel plus expérimenté. Bien que je lui ai dit cela, il insiste pour que ce soit moi qui l'enseigne. Je suppose que je le lui dois d'une certaine manière. En disant cela, j'ai l'intention de prendre beaucoup plus de temps avec lui que Berthe n'en a pris avec moi. Bien avant qu'il ne soit autorisé à mettre la main sur la sculpture, il y a un aspect important du travail auquel j'aimerais prêter plus d'attention. Un homme n'est jamais infaillible, peu importe ses talents. Il est ouvert aux lapsus de pensée. La concentration et les détails sont les compétences les plus importantes qu'un charpentier doit avoir. Dans un métier où ses clients peuvent utiliser son travail des milliers de fois dans leur vie, il est encore plus important de se rappeler cela. Je me suis mis moi-même avant mon client, et à cause de cela, non pas un mais 2 jeunes ont été dépouillés d'un avenir prometteur. Un désastre inattendu. Cela s'est passé en 2015, une époque bien plus simple et heureuse. Personne n'avait prévu le terrible désastre qui nous attendait. Je travaillais à mon compte depuis 5 ans et mon entreprise commençait à peine à générer des bénéfices réels.
Mon premier enfant était en route et nous n'étions qu'à quelques mois de la signature de notre maison. La vie était meilleure que jamais. Ce matin-là, j'ai reçu un appel pour effectuer une réparation de plomberie dans un sous-sol. Les détails étaient un peu flous, mais la cliente était une veuve retraitée qui ne connaissait pas les subtilités de la plomberie de sa maison. Après que mon apprenti et moi ayons terminé notre premier travail de la matinée, nous avions suffisamment de temps avant le déjeuner pour voir quel était le problème exact. La propriétaire nous a guidés dans les escaliers et a montré une grande flaque d'eau sur le sol. J'ai fouillé un moment et j'ai trouvé la source du problème, et c'était significatif. Non seulement un évier fuyait à côté de la laveuse sécheuse, ce qui en soi n'est pas un gros problème, mais l'eau n'avait nulle part où aller parce que le drain dans le sol était bloqué. Nous avons déjeuné tôt, puis sommes retournés à la maison. J'ai décidé de m'attaquer d'abord au problème du drainage, ce qui nécessiterait beaucoup de travail. Cependant, avant de faire quoi que ce soit, nous devions déplacer une énorme quantité de boîtes qui encombrèrent le sol. Normalement, j'aurais dit à la cliente de déplacer elle-même ses affaires, mais il était impossible que cette femme âgée et fragile puisse déplacer toutes ces choses toute seule. Selon elle, son mari avait été un collectionneur passionné d'articles militaires de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Après sa mort, une grande partie de la collection avait été vendue, le reste ayant été emballé dans des boîtes et déplacé là par sa fille. Cela a pris quelques heures de monter et descendre les escaliers jusqu'à ce que nous atteignions la dernière douzaine de boîtes. Tout. Ce qui restait était dans une petite pile contre le mur. Je pouvais voir la fin en vue et j'ai commencé à les déplacer aussi vite que je pouvais. Il ne restait que 2 boîtes et je pouvais enfin commencer le vrai travail. Mon apprenti a attrapé la boîte du dessus, alors j'ai pris la dernière pour moi. Sans y penser davantage, je l'ai attrapée et j'ai commencé à me diriger vers les escaliers. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un mouvement. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai eu la surprise de ma vie. Une petite vipère était enroulée sur le sol du sous-sol, prête à attaquer. Un horrible pressentiment m'envahit. J'ai lentement regardé mon bras, juste au-dessus de mon poignet gauche, et j'ai vu 2 petites marques de sang. Je savais ce que cela signifiait, mais j'étais trop effrayé pour bouger. Quand mon apprenti est revenu et m'a demandé ce qui n'allait pas, je n'ai pas répondu. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas sentir la morsure. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Il a regardé en bas et a remarqué la vipère. « Oh mec, c'est une vipère à sonnette !» Sans dire un mot de plus, il a couru en haut des escaliers pour revenir 20 secondes plus tard avec une machette. Je suppose qu'elle provenait de l'une des boîtes. J'ai regardé avec incrédulité comment il a sauté sur le côté et abaissé la lame derrière la tête du serpent. Avec la menace écartée, il m'a regardé satisfait et a dit « Voilà, maintenant elle ne peut mordre personne ». Je l'ai regardé calmement et lui ai dit que c'était déjà trop tard. Son expression satisfaite s'est lentement effondrée et il m'a conduit en haut des escaliers jusqu'à la camionnette. J'étais encore tellement sous le choc que je l'ai suivi docilement comme un chien bien dressé. Sur le chemin, il n'a cessé de me dire de rester calme, mais je pense qu'il était plus terrifié que moi. Nous avons eu la chance de connaître l'espèce de serpent, ce qui a permis à l'hôpital de commencer le processus de l'antidote immédiatement. À ce moment-là, mon bras était enflé et la douleur était considérable. Vous pouvez probablement deviner que j'ai survécu à la morsure. Cependant, d'une certaine manière, j'aurais préféré ne pas le faire. Après plusieurs jours et de nombreuses injections, j'ai reçu une facture de 115 000 $. Même après que l'assurance ait payé sa part, j'étais endetté jusqu'au cou. Quand j'ai pu retourner au travail, chaque centime que nous gagnions allait à l'hôpital. En conséquence, l'entreprise et l'état financier de notre famille étaient au bord de la faillite depuis lors. Heureusement, nous avons réussi à sortir de l'accord avec la maison, sinon nous aurions été en saisie avant la fin de l'année. L'entreprise s'est réduite à seulement nous 3, ma femme, mon apprenti fidèle et moi. Ma femme s'occupe des appels et des rendez-vous, tandis que Chis et moi faisons de notre mieux pour maintenir le bateau à flot. Étant considérés comme une entreprise essentielle, nous avons été autorisés à continuer à travailler alors que beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Je me sens terrible pour ceux qui n'ont pas eu autant de chance. Au moins la moitié d'entre eux ne reviendront jamais une fois que tout ce désordre sera terminé, si jamais il se termine vraiment. Même après tout notre dur labeur, nous pourrions les rejoindre dans leur destin. Si vous êtes religieux, pensez à nous dans vos prières. Vous pouvez voir cela comme un acte insignifiant au vu de la gravité de notre situation, mais comme je l'ai découvert, les plus petits actes dans le courant général des choses peuvent faire la plus grande différence.
Une fin tragique sur le chantier. C'était l'été après mon diplôme de fin d'études secondaires. Avant de partir à l'université, j'ai accepté un emploi dans la construction. J'avais une bourse complète pour mes 2 premières années, mais avoir un portefeuille bien rempli m'aiderait à payer les petites choses. La plupart des autres gars étaient amicaux et divertissants. Il ne se passait pas un jour sans que nous rions de quelque chose que quelqu'un avait fait ou dit. Les gars étaient exceptionnellement drôles. Marc et Daniel avaient travaillé sur des chantiers séparés ou ensemble pendant les 15 dernières années. Tous deux étaient des blagueurs de première classe, mais parfois, Marc allait trop loin. Daniel était souvent la cible de son humour, ce qui devenait une source de tension entre eux, mais ils se réconciliaient toujours à la fin de la journée de travail. On pouvait s'attendre à ce qu'éventuellement, les blagues de Marc soient trop loin pour que Daniel les ignore. Ce jour-là était ma dernière semaine de travail. Depuis quelque temps, tout le monde sur le chantier avait remarqué que Daniel n'était plus le même. Il passait de longs moments à parler au téléphone quelque part. Quand il n'était pas au téléphone, il semblait constamment agité. Son attitude habituelle insouciante avait disparu. Nous avions tous essayé de le faire rire, mais rien ne fonctionnait. Même Marc n'y arrivait pas. À mesure que le temps passait, nous commencions tous à croire que ses problèmes étaient liés à sa petite amie. Quand Marc a appris cela, il ne pouvait pas s'empêcher de toucher ce point sensible. Ce jour-là, Daniel avait parlé au téléphone et lorsqu'il est revenu, Marc a commencé à plaisanter. « Qu'est-ce qui ne va pas, Dani? Tu as des problèmes à la maison? C'est ta vieille qui reçoit l'os du facteur ?» Ce coups verbaux n'ont fait qu'augmenter l'irritation de Daniel. Il ne disait rien, se contentant de regarder Marc comme s'il allait le brûler avec ses yeux. Marc n'allait pas laisser les mauvaises nouvelles l'empêcher de rire. Après le déjeuner et pendant le reste de la journée, Marc a continué avec ses blagues. Daniel, un gars qui avait l'habitude de dire quelque chose quand il en avait marre, a mordu sa langue toute la journée. Je savais que si je n'arrêtais pas les provocations de Marc, il irait trop loin et causerait un problème, peut-être même une bagarre. Daniel, clairement, n'était pas d'humeur à laisser passer les commentaires. Quand l'heure de terminer arriva, nous parcourions le chantier en ramassant nos outils et en nettoyant les déchets que nous avions laissés. Tout le monde était concentré sur la tâche à accomplir. J'étais dans mon propre petit monde, pensant à toutes les choses de dernière minute que je devais faire avant de partir à l'université. Quand tout fut terminé, nous discutions tous de nos plans pour le week-end à venir. Cela faisait un moment que Marc n'avait pas fait de blague, et je pensais qu'il s'arrêterait pour la journée. Quand ce fut son tour, il avait l'air très sérieux et a dit « Eh bien, comme le vieux Dany va à la pêche, je vais aller chez lui et donner un coup de bonin à sa vieille. » La blague nous a tous surpris et nous avons tous éclaté de rire, sauf Daniel. Un grognement est apparu sur son visage, ses dents serrées si fort qu'elles semblèrent prêtes à se briser à tout moment. « J'en ai marre de tes blagues stupides. » Dès qu'il a dit cela, Daniel a fait un pas en avant avec un marteau. J'ai reculé, me retrouvant dangereusement près de Marc. En un instant, je suis tombé en arrière, me retrouvant sur les fesses. J'ai levé les yeux juste au moment où Daniel frappait le crâne de Marc avec la griffe du marteau. Marc est immédiatement tombé, se tordant de douleur sur le sol. J'étais sous le choc, incapable de bouger, observant Daniel pour son prochain mouvement. Il s'est tenu au-dessus du corps convulsé de Marc pendant un moment. Je me suis senti soulagé lorsqu'il a tranquillement marché vers un banc et s'est simplement assis. Je ne pense pas que j'aurais pu bouger s'il était venu vers moi. Comme moi, les autres gars étaient figés sur place, regardant le corps de Marc s'immobiliser lentement. Nous nous sommes tous regardés, trop terrifiés pour parler. Daniel a brisé le silence pour nous. « Je suppose que vous devriez tous appeler la police. Je ne vais pas fuir ni rien, j'en ai juste marre. » La résignation dans sa voix montrait à quel point il était loin d'être le Daniel que nous connaissions. Il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Nous avons fait ce qu'il a demandé et il n'a posé aucun problème à la police lorsqu'il était temps de l'emmener. Je pensais que le choc me frappait à ce moment-là, mais même maintenant, je ne ressens rien d'autre que de la peine pour Daniel. Plus tard, nous avons appris à quel point les choses allaient mal chez lui. Sa petite amie de l'époque l'avait trompé plus d'une fois, elle lui avait tout reproché et il travaillait parfois à 3 emplois juste pour la rendre heureuse et suivre les dépenses qu'il avait accumulées. Amoureux et trop aveugle pour voir ce qui se passait, jusqu'à ce que ce soit déjà fait. Après tout ce qu'il avait fait pour lui donner ce qu'elle voulait, elle avait eu l'audace de se plaindre de son absence. Quand il était au travail, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à elle avec un autre type. À ce moment-là, il était trop réservé pour partager tout cela avec nous.
Je ne crois pas que Marc avait la moindre idée de ce qui se passait vraiment. Il a visé juste et en voyant qu'il avait touché un nerf, il a continué. Et je suppose que cela a été de trop. Parfois, je suis encore sous le choc en repensant à la rapidité avec laquelle la vie a quitté le corps de Marc, même dans ses derniers moments convulsifs. Nous nous sommes tous proposés pour témoigner en faveur de Daniel, mais cela n'a pas été nécessaire. Un accord a été trouvé et Daniel a accepté de purger 15 ans de prison. On lui a proposé une liberté conditionnelle au bout de quelques années, mais il l'a refusé. Maintenant que sa date de libération approche, j'espère qu'il pourra reconstruire sa vie et voir au-delà de l'ombre de ce crime passionnel. Je suppose qu'on pourrait dire que j'ai sauvé la personne la plus importante. L'histoire de Marc s'est évidemment terminée ce jour-là sur le chantier. Certains lecteurs peuvent se demander pourquoi Daniel a reçu tant de sympathie et Marc si peu. C'est peut-être parce que ceux qui connaissent toute l'histoire comprennent que, même si Daniel a commis un acte terrible, il n'était pas un homme mauvais, juste un homme brisé par la douleur et le désespoir. Le chant tragique. La vérité, c'est que bien que Marc était un type très amusant, c'était tout ce qu'il avait à son avantage. Je t'ai déjà dit jusqu'où il irait avec ses blagues envers Daniel. Certaines personnes appelleraient cela du harcèlement de nos jours, et je dirais qu'elles auraient raison. Il ne faisait pas cela seulement à Daniel, aucun de nous n'a échappé à ses attaques comiques. Et ce n'était pas son pire trait de caractère. Même parmi un groupe de campagnards du Texas de l'Est, le racisme de Marc était désagréable. Comme avec ses blagues, aucune culture n'était hors de ses limites, et il n'avait pas peur de le dire. Je ne vais même pas entrer dans ses points de vue sur les femmes. Disons simplement que Marc n'était pas une bonne personne. Les gens drôles ont tendance à s'en sortir mieux que les autres. Mais même lorsqu'ils font rire les gens, il y a une ligne à ne pas franchir. Et malheureusement pour Marc, il l'a franchi trop de fois. Je n'ai probablement pas besoin de te dire que les enfants ne sont pas toujours les plus gentils en grandissant. Ils apprennent ce qui est bien et ce qui est mal en temps réel. Les enfants font souvent des choses et disent des choses que les adultes qualifieraient de cruelles. Aucun de nous n'est arrivé à l'âge adulte sans être coupable de ces petits délits, pas même moi. Certains peuvent arriver à la fin de cette histoire et me juger comme l'un des pires, et je suis prêt à subir ce sort. Après tout, je peux même être d'accord avec toi. Quand j'avais 12 ans, j'ai aidé à tuer un homme. Une fois que j'ai eu 14 ans, je suis entré dans le monde des enfants à clé. C'est un phénomène dont je ne suis même pas sûr qu'il existe encore. Cependant, quelques années avant cela, j'étais obligé de passer mon temps après l'école dans une garderie locale à grande échelle. Je sais que mes parents n'avaient pas d'autre choix à ce moment-là, mais cette expérience fut particulièrement difficile, surtout en été. J'avais eu la liberté de courir sans surveillance depuis ma naissance, et je ne regarde toujours pas cette période avec des bons yeux. Pendant les étés, la garderie devait trouver un moyen d'occuper des centaines d'enfants, certains ayant presque 16 ans. Comme le centre était situé près du centre-ville, ils ont utilisé cela à leur avantage. Plusieurs attractions étaient à distance de marche, et la plupart du temps, nous faisions des visites, et ma préférée était la bibliothèque municipale. Au moins une fois par mois, nous y allions. Un jour particulier, notre groupe marchait vers la bibliothèque et s'était arrêté devant l'église. Quelqu'un avait remarqué un homme travaillant au sommet de la flèche. Je ne pourrais pas te dire ce qu'il faisait, mais pour nous, il était une excellente cible pour notre harcèlement. Je n'ai aucune idée de qui a dit cela en premier, mais une fois que l'appel « Tombe, tombe » a été entendu, la majorité des autres garçons se sont joints à lui. Ce n'est pas quelque chose que je dis avec fierté, mais c'est ce qui s'est passé. Le chant macabre a continué pendant quelques secondes de plus, jusqu'à ce que notre moniteur nous dise d'arrêter. Malheureusement, c'était trop tard. Alors que nous étions encore à quelques mètres de l'église, l'homme est tombé. Heureusement pour nous, son corps a atterri de l'autre côté du bâtiment, et nos jeunes yeux ont été empêchés de voir sa disparition finale. Comme tu peux le deviner, l'incident a provoqué un grand émoi. Plusieurs des filles ont commencé à crier et à pleurer. J'étais en état de choc total pour ma part. La dame a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous ramener à la garderie. Je ne me souviens pas de beaucoup de discussions à notre retour. Les filles ont été réconfortées, et nous, les garçons, nous avons peut-être murmuré à ce sujet avec nos amis, mais personne ne semblait vouloir le revivre. De nos jours, je suis sûr que des tas de psychologues et de conseillers auraient été appelés pour nous faire parler de cela sans cesse. C'était les années 80, cependant, les gens géraient les traumatismes de manière très différente, que tu sois d'accord ou non, c'était comme ça. Au centre, l'incident a rapidement été oublié, bien qu'un enfant le mentionnait de temps en temps.
La plupart d'entre nous, en particulier ceux qui l'ont vu, voulaient simplement l'oublier. Je ne sais toujours pas si mes parents ont été informés de cela. La dernière chose que je voulais faire était de leur en parler. Je fais comme si des choses terribles ne s'étaient jamais produites, et cela m'a fonctionné jusqu'à maintenant. Espérons que cela continue. Quant au pauvre homme qui est mort ce jour-là, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ensuite. Je suppose qu'il était une sorte de travailleur de la construction. En y repensant, il était sur un échafaudage à ce moment-là, et il faisait probablement juste un entretien de base. Les adultes nous ont protégés de tout détail grave au-delà de cela, et je ne peux pas les en blâmer. J'ai essayé de trouver autant d'informations que possible au fil des années, mais je n'ai rien trouvé. C'est probablement pour le mieux. Je suis sûr que ses proches ne veulent pas se rappeler de lui pour la manière de sa mort. C'est peut-être la première fois que je mentionne cela à quelqu'un qui n'était pas là ce jour-là. Je suis sûr que tu te demandes la même chose que moi. Nos cris ont-ils réellement causé la mort de ce pauvre homme ? Cette question ne sera jamais répondue. Je me souviens du bruit d'une corde qui se casse, mais cela peut être un mécanisme de défense. Probablement, ce furent nos moqueries qui ont causé sa distraction et ont provoqué sa terrible chute, une erreur de vue. J'aime penser qu'il ne nous a même pas entendus et que les circonstances étaient ce qu'elles étaient. Cela enlève ce dernier doute persistant de mon esprit. La vérité, c'est que bien que Marc était un type très amusant, c'était tout ce qu'il avait à son avantage. Je t'ai déjà dit jusqu'où il irait avec ses blagues envers Daniel. Certaines personnes appelleraient cela du harcèlement de nos jours, et je dirais qu'elles auraient raison. Il ne faisait pas cela seulement à Daniel. Aucun de nous n'a échappé à ses attaques comiques. Et ce n'était pas son pire trait de caractère. Même parmi un groupe de campagnards du Texas de l'Est, le racisme de Marc était désagréable. Comme avec ses blagues, aucune culture n'était hors de ses limites, et il n'avait pas peur de le dire. Je ne vais même pas entrer dans ses points de vue sur les femmes. Disons simplement que Marc n'était pas une bonne personne. Les gens drôles ont tendance à s'en sortir mieux que les autres, mais même lorsqu'ils font rire les gens, il y a une ligne à ne pas franchir. Et malheureusement pour Marc, il l'a franchi trop de fois. Je n'ai probablement pas besoin de te dire que les enfants ne sont pas toujours les plus gentils en grandissant. Ils apprennent ce qui est bien et ce qui est mal en temps réel. Les enfants font souvent des choses et disent des choses que les adultes qualifieraient de cruelles. Aucun de nous n'est arrivé à l'âge adulte sans être coupable de ces petits délits, pas même moi. Certains peuvent arriver à la fin de cette histoire et me juger comme l'un des pires, et je suis prêt à subir ce sort. Après tout, je peux même être d'accord avec toi. Quand j'avais 12 ans, j'ai aidé à tuer un homme. Une fois que j'ai eu 14 ans, je suis entré dans le monde des enfants à clé. C'est un phénomène dont je ne suis même pas sûr qu'il existe encore. Cependant, quelques années avant cela, j'étais obligé de passer mon temps après l'école dans une garderie locale à grande échelle. Je sais que mes parents n'avaient pas d'autre choix à ce moment-là, mais cette expérience fut particulièrement difficile, surtout en été. J'avais eu la liberté de courir sans surveillance depuis ma naissance, et je ne regarde toujours pas cette période avec des bons yeux. Pendant les étés, la garderie devait trouver un moyen d'occuper des centaines d'enfants, certains ayant presque 16 ans. Comme le centre était situé près du centre-ville, ils ont utilisé cela à leur avantage. Plusieurs attractions étaient à distance de marche, et la plupart du temps, nous faisions des visites, et ma préférée était la bibliothèque municipale. Au moins une fois par mois, nous y allions. Un jour particulier, notre groupe marchait vers la bibliothèque et s'était arrêté devant l'église. Quelqu'un avait remarqué un homme travaillant au sommet de la flèche. Je ne pourrais pas te dire ce qu'il faisait, mais pour nous, il était une excellente cible pour notre harcèlement. Je n'ai aucune idée de qui a dit cela en premier, mais une fois que l'appel « tombe, tombe » a été entendu, la majorité des autres garçons se sont joints à lui. Ce n'est pas quelque chose que je dis avec fierté, mais c'est ce qui s'est passé. Le chant macabre a continué pendant quelques secondes de plus, jusqu'à ce que notre moniteur nous dise d'arrêter. Malheureusement, c'était trop tard. Alors que nous étions encore à quelques mètres de l'église, l'homme est tombé. Heureusement pour nous, son corps a atterri de l'autre côté du bâtiment et nos jeunes yeux ont été empêchés de voir sa disparition finale. Comme tu peux le deviner, l'incident a provoqué un grand émoi. Plusieurs des filles ont commencé à crier et à pleurer. J'étais en état de choc total pour ma part. La dame a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous ramener à la garderie. Je ne me souviens pas de beaucoup de discussions à notre retour. Les filles ont été réconfortées, et nous, les garçons, nous avons peut-être murmuré à ce sujet avec nos amis, mais personne ne semblait vouloir le revivre. De nos jours, je suis sûr que des tas de psychologues et de conseillers auraient été appelés pour nous faire parler de cela sans cesse.
C'était les années 80, cependant, les gens géraient les traumatismes de manière très différente. Que tu sois d'accord ou non, c'était comme ça. Au centre, l'incident a rapidement été oublié, bien qu'un enfant le mentionnait de temps en temps. La plupart d'entre nous, en particulier ceux qui l'ont vu, voulaient simplement l'oublier. Je ne sais toujours pas si mes parents ont été informés de cela. La dernière chose que je voulais faire était de leur en parler. Je fais comme si des choses terribles ne s'étaient jamais produites, et cela m'a fonctionné jusqu'à maintenant. Espérons que cela continue. Quant au pauvre homme qui est mort ce jour-là, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ensuite. Je suppose qu'il était une sorte de travailleur de la construction. En y repensant, il était sur un échafaudage à ce moment-là, et il faisait probablement juste un entretien de base. Les adultes nous ont protégés de tout détail grave au-delà de cela, et je ne peux pas les en blâmer. J'ai essayé de trouver autant d'informations que possible au fil des années, mais je n'ai rien trouvé. C'est probablement pour le mieux. Je suis sûr que ses proches ne veulent pas se rappeler de lui pour la manière de sa mort. C'est peut-être la première fois que je mentionne cela à quelqu'un qui n'était pas là ce jour-là. Je suis sûr que tu te demandes la même chose que moi. Nos cris ont-ils réellement causé la mort de ce pauvre homme? Cette question ne sera jamais répondue. Je me souviens du bruit d'une corde qui se casse, mais cela peut être un mécanisme de défense. Probablement, ce furent nos moqueries qui ont causé sa distraction et ont provoqué sa terrible chute, une erreur de vue. J'aime penser qu'il ne nous a même pas entendus et que les circonstances étaient ce qu'elles étaient. Cela enlève ce dernier doute persistant de mon esprit.